Salut à tous, on se retrouve pour un 8ème épisode d'Ota Lecture avec au programme une nouveauté, donc We Never Learn de chez Kazé, donc ce sera le premier opus. Ensuite on s'attaquera au troisième volume de The Promised Neverland, donc ça a plus besoin de le présenter, c'est chez Kazé, c'est de la grosse frappe, on y reviendra aussi. Et enfin on s'attaquera au quatrième volume et dernier tome de Drop Frame, disponible chez Doki Doki. Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous après l'intro. Comme d'habitude, je tiens à remercier les éditions Kazé et Doki Doki pour m'avoir envoyé ces mangas, ça fait toujours plaisir et c'est un réel plaisir de vous faire des vidéos à chaque fois pour vous parler des nouveautés, des suites de tomes, etc. Donc merci à vous. Je vous mets le timecode comme d'habitude aussi voilà, pour ceux qui veulent skip tel ou tel manga ou aller directement à celui qui vous intéresse en particulier. Donc voilà, comme ça c'est fait. Donc je vous repose le plan rapidement. Dans un premier temps, on reviendra sur We Never Learn. Donc c'est la nouveauté de cette vidéo, une nouveauté du Jump qui arrive fraîchement en France, donc ça fait plaisir, c'est un titre que j'attendais. Ensuite on s'intéressera au troisième volume de The Promised Neverland, voilà c'est la pépite, on continue les reviews, ça fait plaisir aussi. Et enfin on conclura cette vidéo par le dernier opus de Drop Frame, donc de chez Doki Doki. Et ça sera aussi l'occasion de vous donner mon avis global sur le manga puisqu'il est terminé en 4 opus, donc voilà ça c'est plutôt cool. Du coup commençons par We Never Learn. We Never Learn, ou de son titre original Bokutashi wa Benkyou ga Dekinai, est un manga écrit et scénarisé par Tutsui Taishi. Le manga est toujours prépublié dans le Weekly Shonen Jump à l'heure actuelle, il a débuté en 2017, 8 volumes sont déjà disponibles aux éditions Shueisha pour le Japon, tandis qu'en France, le manga est fraîchement apparu aux éditions Kazé, donc le premier tome il est sorti le 12 septembre dernier, et le deuxième il est prévu pour le 21 novembre prochain. Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle, et ben c'est parti. Nariyuki est un élève de terminale, aussi brillant que pauvre, qui rêve d'obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans l'université de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose de la lui accorder, mais à une condition, devenir le tuteur de deux génies du lycée, Rizu et Fumino. La tâche aurait dû être des plus faciles, mais les belles demoiselles lui réservent une surprise de taille. Bon, je vais le dire directement, je vais même commencer par ça. We Never Learn, c'est le genre de manga que tu lis sans prise de tête, mais le premier tome, je l'ai même pas vu défiler, je vous le dis direct. La lecture elle était tellement agréable que le tome je l'ai pas vu passer. Donc voilà, c'est une comédie school life, tranche de vie, où on suit un peu le quotidien des protagonistes à l'école, chez eux, un peu leur vie privée. Voilà, c'est vraiment un manga qui a une ambiance agréable, donc au quotidien, tu vois, on peut vraiment s'immiscer un peu dans l'univers des protagonistes, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, après c'est sûr que quand j'ai lu ce manga, donc c'était un manga que j'attendais impatiemment, j'attendais sa sortie en France pour découvrir tout ça parce que comme vous le savez, bon, je fais des vidéos sur le Jump chaque dimanche, chaque semaine. Et c'est un manga qui est monté en puissance sans faire grand bruit dans le Jump, mais il a quand même creusé son nid, tu vois. Et c'est pas évident dans le Jump, je te le dis direct, dans le Jump, faut vraiment faire ses preuves tout de suite, sinon c'est la porte directe, quoi. En même pas 20 chapitres, t'es éjecté du magazine. Et là, ce manga, il a réussi à, mine de rien, creuser son nid, surtout que les éditeurs du Jump l'ont un peu vendu, ils ont un peu fondé des espoirs en lui comme étant le nouveau Nisekoi. Donc ça n'a rien à voir avec Nisekoi dans le sens où c'est pas la suite de Nisekoi, mais tu le sens que dans la ligne éditoriale du magazine, c'était carrément son rôle, remplacer Nisekoi, parce qu'il faut toujours une petite comédie romantique dans le Jump, puisque voilà, t'as des mangas de sport, t'as des neketsu, t'as des gag mangas, il fallait ce genre de comédie romantique. Et justement, Kazé, ils ont tout compris parce qu'ils ont vendu We Never Learn aussi, comme étant dans la lignée de Nisekoi, ils l'ont même indiqué sur la couverture du tome 1 avec un petit post-it. Et voilà, je les rejoins totalement, ça fait vraiment le taf et c'est vraiment un manga qui m'a rappelé Nisekoi sur bien des points. Tout d'abord, le premier point qui m'a vraiment fait kiffer, comme je l'ai dit, c'est de 1 l'ambiance du manga qui s'inscrit dans un quotidien qui nous parle forcément, hein, donc les études, l'école, on est tous passés par là. Les personnages sont aussi très attachants, donc on a Nariyuki, donc lui c'est si tu veux, c'est le prota un peu classique, dans le sens où il a pas de capacité vraiment énorme ou extraordinaire. C'est juste un élève studieux, rigoureux, assidu, il a pas de facilité particulière dans tel ou tel domaine, il est juste bon partout. Tu vois, le mec, il a pas vraiment de défaut, mais il a ni vraiment de qualité, il est juste bon partout. Bon, c'est quand même une grosse qualité en soi, hein. Le mec, il bosse et voilà, ça paye quand même son taf. Mais si tu veux, lui, il aimerait bien être le numéro 1 de son académie, donc son lycée. Sauf que voilà, il est bon partout, il est excellent nulle part, et il est nul nulle part.
Donc lui ça le fait un peu chier, donc c'est un peu marrant de voir un peu ce contraste. Voilà, carrément ses notes elles sont bonnes et tout, mais le mec, voilà, il est un peu tatillon sur ce point. Et à côté de ça, bah, il est entouré de deux gros génies qui ont des facilités un peu partout, voilà, des génies quoi, tu vois, c'est les genres d'élèves qui te faisaient bien chier au lycée. Ils en branlent pas une, mais ils ont des putains de notes, tu vois. Des bêtes de notes, et ça fait chier quand toi, tu taffes. Enfin, moi je parle comme si je taffais et tout comme un ouf, alors que moi je branlais rien. Mais bon, on n'est pas là, on n'est pas là pour parler de ça. Donc comme c'est dit dans le synopsis, le proviseur du lycée lui propose de lui accorder l'université de son choix. Donc le mec il a quand même des bons résultats. Et il peut se prétendre à n'importe quelle université on va dire. Mais là le proviseur il lui propose une condition. Parce qu'il y a deux cas perdus qui ont besoin d'aide. Et ces cas perdus il se trouve que c'est les deux génies. Donc les deux génies qu'il envie à chaque fois. Qu'il a la mort d'être derrière elle à chaque fois, à chaque contrôle, à chaque DS. Il a toujours une bonne note mais tu vois un peu moins qu'elle donc ça le fait chier. Donc ça crée toujours des situations marrantes. Et là, il se trouve que les deux génies, donc il y a Fumino qui excelle dans les matières littéraires, voilà, mais par contre, elle est trop nulle en tout ce qui est matières scientifiques, les maths, la physique, c'est pas son truc. Et Rizu, pardon, c'est l'inverse. Elle excelle dans les matières scientifiques, mais si tu lui demandes de faire une dissertation, elle va t'écrire en mode Ribéry, tu vois. Bon, pas à ce point-là, mais voilà, elle a vraiment des lacunes dans ce domaine. Et justement, c'est là qui est tout intéressant dans ce manga et le propos du manga en lui-même, c'est qu'en fait, si tu veux, les protagonistes, y a rien qui est écrit en fait. C'est pas parce que tu excelles dans une matière que tu veux faire ça en fait. C'est pas forcément ta vocation que tu veux poursuivre. Donc par exemple, Fumino elle excelle dans les matières de tout ce qui est littéraire, etc. Mais elle veut pas poursuivre ses études dans cette vocation, tu vois. Elle veut plutôt faire des études dans les maths alors qu'elle pue la merde dans ce domaine. Et Rizu, bah, pareil, c'est l'inverse. Elle excelle dans les maths, mais elle veut poursuivre ses études dans la littérature. Voilà, j'ai trouvé le propos intéressant de ce manga qui te montre un peu que c'est pas parce que t'as des facilités dans un domaine, dans des matières, que ça doit t'obliger en fait à aller là-dedans, aller dans le choix de la facilité. Et c'est là aussi que ça crée des situations marrantes parce que de base, Nariyuki pensait que bah, ça allait être facile en fait. Voilà, il doit aider deux génies. Bon, de base, il sait pas pourquoi il doit aider deux génies. Parce que dans sa vie, il a toujours été un cran en dessous d'elle, tu vois. Et là, il se retrouve au-dessus, justement, et c'est à lui de les aider. Donc ça crée des situations assez marrantes, des quiproquos, des malentendus. Voilà, c'est assez marrant à suivre. Et c'est assez pédagogique comme manga, du coup. Bon, après, rien d'extraordinaire dans la pédagogie, hein, ça reste bon enfant, on va dire. Mais voilà, c'était agréable à lire, vraiment agréable à lire. Et les personnages, je les ai trouvés attachants. L'environnement aussi, on a envie de suivre leur quotidien, voir comment tout cela va se découler. Voilà, c'est vraiment cool. Et on sent aussi que le petit Nariyuki, il a quand même de la compassion pour les autres. Donc lui, il a été élevé seul par sa mère avec ses frères et sœurs, parce que son père, il est décédé. Et on sent qu'il a développé une certaine compassion envers son prochain, on va dire. Et voilà, c'est intéressant de le voir aider des filles qui sont censées être des génies comparé à lui, qui, voilà, il est toujours resté en dessous d'elle. Et c'est très intéressant à suivre. Franchement, c'est un manga que je vous recommande. Donc, comme je l'ai dit, quand tu lis We Never Learn, faut pas t'attendre à lire un manga qui va te marquer, te bouleverser. Voilà, c'est pas un Rainbow. C'est pas un Rainbow, mais c'est un manga qui fait son taf. Il est vendu comme une comédie romantique. Enfin, comédie romantique. Comédie tranche de vie plutôt. Pour le moment, j'ai pas aperçu de romance. Même si j'imagine que l'auteur il va développer un peu ce point-là. Ça serait, voilà, je pense que faut le faire quand même. Ça serait marrant qu'il y ait une petite relation qui s'immisce, voilà, un triangle amoureux dans le tas. Voilà, c'est un peu classique en somme, mais sans trop me mouiller, je pense qu'on y viendra, quoi. Voilà, We Never Learn, franchement, c'est validé. Si tu veux une petite comédie qui se laisse lire tranquillement, voilà, je te le recommande. Sans plus attendre, on va passer à ma revue du tome 3 de The Promised Neverland. Donc, clairement, si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille de vite dégager parce que je vais spoiler. Voilà, c'est pas une nouveauté, c'est une suite de tomes, donc j'estime que je peux en parler un peu plus librement. Et surtout qu'on parle de The Promised Neverland, hein, c'est pas le manga de ton village. C'est le nouveau putain de shonen du Jump, tu vois, c'est la pépite. Non, plus sérieusement, ça fait vraiment plaisir de suivre son ascension, que ce soit dans le Jump, où il est de plus en plus populaire, avec des super classements, etc. Et surtout que ça se traduit par les ventes, hein, parce que tu peux être le meilleur manga, le manga le mieux écrit, etc. Mais si tu vends pas derrière, bah c'est la porte, ça sert à rien, tu vois. C'est comme ça que ça marche dans le Jump. Mais non, mais TPN, ça se traduit aussi par les ventes, voilà. Il tape facilement ses 400 000 exemplaires, bientôt ça sera beaucoup plus avec l'anime qui arrive en janvier. Clairement ça va être un carnage au Japon, en France ça devient aussi un manga incontournable, vraiment, tout le monde en parle, tout le monde l'a dans sa collection, t'es obligé, franchement si tu t'as pas encore lu de TPN, j'ai envie de te dire, t'attends quoi, juste t'attends quoi. J'ai même pas besoin de te donner des arguments, t'as juste à... Va chercher le tome 1, tu vas l'acheter, tu te poses et le manga il va parler tout seul, c'est tout, hop, c'est aussi simple que ça.
Non, franchement, c'est un manga que j'affectionne énormément. C'est déjà l'un de mes mangas préférés. En 3 tomes sortis en France, c'est complètement dingue. C'est une pépite ce manga. Bon, vous le savez, hein, j'adore l'aborder en vidéo. C'est toujours un plaisir à chaque fois. J'ai même plus besoin de le dire. Mais voilà, je tenais encore une fois à le dire. Avec du recul, il y a un point que j'ai pas vraiment encore abordé sur ce manga. Et qui pourtant, justement avec du recul, il me saute aux yeux. C'est que le manga, on sait qu'il est publié dans le Shonen Jump. Donc c'est un magazine, clairement, c'est pas un magazine obscur, tu sais que les enfants ils vont s'en sortir, tu sais qu'ils vont réussir à s'évader, à atteindre leur but, à trouver leur liberté. Mais on sait pas comment, on sait juste qu'il y a un rayon de lumière, faut juste que les enfants ils arrivent à le trouver. Bon, c'est super chaud de le trouver, on est d'accord, ils vont galérer à le trouver, les solutions à leurs problèmes, à avancer, etc. Mais au moins on sait qu'il y a un rayon de lumière. Mais avec ce manga, et ce qui est dingue, c'est que à chaque tome, les points que j'ai déjà abordés, donc l'ambiance, etc., ils sont amplifiés. L'ambiance, elle est tellement lourde, elle est tellement pesante, l'air, elle est irrespirable, insoutenable pour les enfants. Et c'est tellement pesant, en fait, que j'en oublie tout ça. J'oublie ce rayon de lumière et je me dis, bah, putain, merde, comment les enfants ils vont faire pour s'en sortir. Et justement, alors, les auteurs, ils arrivent à me plonger carrément dans l'histoire, et c'est ça qui est dingue. J'en oublie des choses évidentes, en fait, si tu veux. Voilà, on sait qu'il a un petit esprit shonen, on sait qu'ils vont réussir, mais... Je sais pas, l'ambiance, elle te fait tiquer, l'ambiance, c'est ça qui est dingue. Mais même toi, t'as du mal à respirer quand tu le lis. Non, franchement, c'est vraiment excellent. Donc ce tome 3, il commence tout simplement avec la pièce secrète. Donc là, la pièce secrète, c'était clairement le gros cliffhanger de fin du tome 2. Voilà, la pièce secrète de la fameuse Isabella. Putain, qu'est-ce qu'elle cache? Mais non, en fait, la pièce secrète, c'était juste un bon moyen pour faire prendre conscience à Don et Gilda de la cruelle réalité des choses. Pour leur faire prendre conscience de ce qui les attend, de ce qu'ils doivent faire, voilà. De qui est vrai, qui est faux, clairement. Et c'était un bon moyen d'éviter aux enfants de leur annoncer une annonce aussi cruelle. T'imagines, tu sais, t'arrives, tu leur dis, bon, bah, désolé les enfants, mais c'est soit on arrive à s'échapper, soit on va se faire grailler par des démons, tu vois. Ce serait un peu chaud de balancer ça à n'importe qui. Donc là, c'était un bon moyen de le faire. Après, ce qui est bien que, donc, dans ce manga aussi, c'est que les enfants, ils ont quasiment aucun contact, zéro contact avec le monde extérieur. Mais le peu de documentation qu'ils ont, les peu de choses qui proviennent du monde extérieur, justement, et ben ils s'en servent et ils arrivent à soutirer la moindre petite chose à leur avantage. Et c'est ça qui est cool. Parce que tu sens que les auteurs, ils ont pas mis une étiquette, voilà, personnage super intelligent, regardez, il est trop intelligent, ah ah. Non, là tu sens que les personnages, ils sont intelligents, mais clairement, ils te le démontrent en fait. Tu sens ils se surchauffent le cerveau pour trouver des solutions. Et dès que tu penses qu'ils ont trouvé la solution, et ben en fait non, bah, plus ils avancent dans un étau en fait. Ils se resserrent ce putain d'étau. Et l'étau c'est Isabella. Parce que Isabella, je suis désolé, je le dis encore une fois, c'est le meilleur personnage du manga pour moi. Vraiment. Elle a toujours ce putain de coup d'avance sur les enfants, c'est incroyable. Quand tu penses que ça y est, les enfants ils vont réussir à avancer, ils ont percé les lignes entre guillemets, voilà, ils entrevoient la liberté. Et ben non, en fait non. Bah, Isabella, elle avait tout prévu. Et hop, elle leur met une claque derrière la gueule et c'est fini, rentrez à la maison, allez vous coucher, allez dormir. Non, sérieusement, ce personnage, il est incroyable. Et là, ce qui rend encore plus le duel entre Isabella et les enfants intéressant, c'est que il y a un électron libre maintenant dans le tas. Donc voilà, je fais référence à Sister Crone. Donc elle laisse paraître qu'elle suit les directives de Mama, mais en fait, il n'en est rien, hein, vraiment. Elle veut juste prendre sa gâche, elle veut juste prendre sa place, virer Isabella, contrôler les enfants comme elle veut. Et voilà, c'est vraiment intéressant de la suivre. Donc malheureusement dans ce tome, elle a pas fait long feu, mais c'est vraiment un personnage que je kiffe aussi. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez de ce personnage. C'est vrai qu'on l'avait pas souvent en avant et j'estime que c'est un bon personnage qui mérite qu'on s'attarde un peu plus sur elle. Surtout que dans ce tome, elle a rajouté beaucoup de tension, beaucoup de pression. Et clairement, voilà, justement, ces coups de pression, ils sont incroyables à chaque fois. Et il y a juste un truc qui m'a fait tiquer lors de la lecture, c'est que il y a un moment, il y a un coup de pression, donc elle est cachée derrière un arbre, et tu vois Norman et Emma qui passent devant elle. Et j'ai trouvé dommage que cette page, elle arrive pas justement quand tu tournes la page. Là, tu vois, l'effet de coup de pression, bah hop, ça t'aurait fait sursauter un peu. Alors que là, justement, bah non, bah tu le voyais direct, genre tu tournais une page, bah c'était sur la deuxième page là, donc l'effet il a été un peu atténué, on va dire. Mais bon, après, c'était un petit détail. Donc clairement, ce tome, c'était un gros tournant dans l'arc, dans ce manga. Tu le sens vraiment, tu sens que tout s'accélère en fait. Il y a plus de faux semblants, il y a plus de... On fait semblant d'être gentil, regardez, hop.
pour mieux agir dans le dos de l'autre. Non, là, clairement, il n'y a plus de faux semblants. Et ça tape dans le tas directement maintenant, c'est un truc de fou. Je pense notamment à Isabella, voilà, qui s'est débarrassée de Krone, qui commençait à la gêner. Hop, directement, ça rigole pas. Et pareil, à la fin du tome, mais laisse tomber. Oh, j'ai crié, j'ai hurlé. Oh, elle lui a pété la jambe, s'il te plaît. Elle lui a pété la jambe. Isabella, c'est... Non, clairement, moi, je surkiffe les personnages qui mettent des bâtons dans les roues des protagonistes, justement, parce que c'est ça qui rend la lecture intéressante, c'est ça qui rend l'histoire captivante. Parce que si tout se passait bien pour les enfants, ça servirait à rien. Et justement, le rôle de Isabella, il est extraordinaire. C'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Elle ajoute vraiment du piquant dans cette histoire. Et j'ai hâte de voir les enfants prendre le dessus enfin sur elle, prendre ce coup d'avance, parce que pour le moment, elle est clairement au-dessus du lot, c'est incroyable. Donc voilà, après que dire du cliffhanger de fin, ça a dû faire frissonner tout le monde, c'est clairement... Félicitations Norman, l'heure est venue pour toi de nous quitter. Bim, à suivre. Non mais comment tu veux... Je l'avais déjà abordé ce point d'ailleurs, mais les cliffhangers de Kaiju Shirai, c'est un truc de malade, mais le mec... C'est un génie. À chaque fin de chapitre, t'as envie de voir la suite et tout. Mais que dire en fin de tome? Tu finis ton tome, mais t'as envie de te bouffer les ongles, putain. T'as envie d'avoir la suite immédiatement, c'est pas possible. Après, Kazé, ils sont aussi très, très forts pour ça. Hein. Ils te teasent. Tu sais, à la fin du tome, ils teasent à chaque fois un peu ce qui va se passer dans l'autre. Et là, t'as une case, juste une petite case, mais elle en dit long, quoi. Et, genre, c'est marqué. Et puis, Norman a disparu. Bim. Ça c'est le calme, et le calme plat, laisse tomber. Ça te met un putain de coup de pression, hein, vraiment. Donc le tome 4 il est prévu pour le 24 octobre et j'ai vraiment hâte et j'espère aussi que je vous en parlerai. Et enfin pour conclure cette vidéo, on va passer à ma review du tome 4 de Drop Frame, mais pas seulement. Je vais aussi en profiter pour vous donner mon avis global sur le manga maintenant qu'il est terminé. Donc déjà je vais commencer par une zone spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 4 ou qui voudraient plutôt commencer le manga. Voilà, je vais commencer par une zone spoiler, donc si tu veux pas être spoilé, voilà, tu vas au temps que je te mets et hop, comme ça on n'en parle plus. Donc je vais pas tergiverser, je vais direct parler de la fin qui m'a un peu déçu. Franchement, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Parce que le manga il avait tellement une bonne narration entre les va-et-vient de Jonosuke et Lou. Voilà, entre les différentes dates du calendrier. Un coup ils vivent la journée du 27 août, un coup ils vivent la journée du 13 août. Voilà, et il fallait qu'ils gardent une trace de ce qu'ils ont vécu pour garder cette trace dans leur présent. Bon, ça paraît compliqué à suivre, mais la narration elle était tellement bien foutue, c'était tellement bien géré, qu'au final ça se lisait tout seul, tu vois, t'avais pas besoin de relire le tome pour comprendre ce qui se passait. Voilà, l'auteur il était assez explicite, sans trop l'être non plus, tu vois. Ça c'était un gros point positif pour moi. Mais là avec la fin, pourquoi il nous a fait ça? Ça sort tellement de nulle part, le type, le coupable, donc le meurtrier de Lou et de Jonosuke, c'était tellement gros que j'ai à aucun moment pensé que ça allait être lui le coupable. Le type, tellement j'ai oublié son nom, c'est le protagoniste, tellement Osef. Non mais franchement c'est dommage. Je suis un peu dur, mais disons que c'est vraiment juste ce point qui m'a gêné. Parce que sinon, il y avait tout, il y avait de l'émotion, il y avait des sensations fortes dans ce dernier tome. Voilà, la romance entre Lou et Jonosuke elle était quand même bien gérée. Et ça, en 4 opus, l'auteur il a réussi à les rendre assez attachants mine de rien. Et surtout que la face c'est pas une happy end, donc c'était quand même assez osé. Donc sur ce point là, voilà, c'est vrai que il a quand même osé. Mais c'est juste l'identité du coupable en fait qui m'a... Ça me paraît assez gros, donc je vais pas spoiler Erase, mais c'est juste pour faire un parallèle en fait. Donc pareil dans Erase, enfin du moins dans la fin de l'anime d'Erase, même pas la fin, hein, je parle juste du coupable, c'était tellement gros que tu penses pas à lui en fait. Bah là c'est pareil, et donc déjà que j'avais fait un petit parallèle entre ces mangas par rapport au fait de jouer sur les timelines, etc. Je disais que Drop Frame c'était un peu plus poussé que Erase, et voilà, sur la fin j'ai trouvé que ça se rejoint encore un peu ces deux mangas, donc voilà, je voulais juste relever ça. Bon voilà, je mets fin à la zone spoiler pour vous donner mon avis global sur le manga. Donc, dans l'ensemble c'est plutôt un très bon manga, vraiment. En 4 opus il fait le taf, il va à l'essentiel, la narration elle est bien gérée, c'est bien écrit, les personnages ils sont plutôt attachants en 4 opus et c'est pas évident hein, dès le départ de s'attacher quand tu te dis que le manga bah, il va finir en 4 opus. Ça laisse peu de temps pour découvrir les personnages, les développer, les rendre intéressants, les faire interagir entre eux de façon pertinente on va dire. Je trouvais que Nari Eshiro il avait plutôt bien fait le taf à ce niveau là. Donc j'aurais tendance à lui mettre un 8 sur 10 au manga, mais je vais plutôt descendre à 7 sur 10 parce que comme je l'ai dit dans la zone spoiler, bon, je vais pas spoiler hein, mais la fin elle m'a un peu déçu quand même. Elle m'a un peu déçu dans l'identité du coupable. À la fin je me suis dit tout ça pour ça.
Et ce que j'ai bien aimé aussi avec ce manga dans l'ensemble, c'est que l'ambiance elle est vraiment chaleureuse. Tu suis le quotidien des protagonistes qui ont pour but de réaliser un film pour l'été, pour leur lycée, pour leur festival du lycée. Tu sens qu'il y a une ambiance malsaine, mais c'est pas montré directement, tu vois. C'est pas assez explicite pour te dire que tu sens juste la douille arriver, et plus tu avances dans les lectures du manga, voilà, plus tu te rapproches de la fin, plus clairement ça bascule, tu vois. L'ambiance elle bascule, ça devient de plus en plus sombre, pesant, tout ce que tu veux, mais les émotions elles sont plutôt bien gérées aussi, les dessins ils ont fait le taf. C'est un manga que je recommande. J'ai quelques réserves sur la fin, donc je vous laisse le soin de la découvrir, mais en tout cas, Drop Frame, si tu cherches un petit manga, un peu tranche de vie, avec du surnaturel, avec des voyages dans le temps, tout en gardant une certaine cohérence, parce que ça c'est pas évident, comme je l'ai déjà dit, c'est pas évident de garder une cohérence avec ce genre de manga, et pourtant l'auteur il s'en sort plutôt bien, donc voilà, c'est plutôt cool. Drop Frame c'est quand même validé dans l'ensemble. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends ton retour sur celle-ci et sur les mangas concernés dans les commentaires, donc sur We Never Learned, The Promised Neverland et Drop Frame. Comme tu as pu le remarquer aussi, j'ai essayé de tourner cette vidéo donc à chaud, pour rendre un peu le format différent des critiques que je fais habituellement, donc les auto-critiques et les auto-breaks. Ça permet aussi de me faire gagner énormément de temps, voilà, vu que j'ai pas besoin d'écrire la vidéo. J'espère que je vais pouvoir aussi prendre un rythme de vidéo un peu plus régulier, repasser à 2-3 vidéos par semaine, ça me plairait bien. Sinon, tu sais ce que tu as à faire si tu veux soutenir la chaîne pour qu'on atteigne assez vite les 10K pour la grosse vidéo des 10K sur le Weekly Shonen Jump. Voilà, je l'ai déjà teasé. Maintenant, ça reste à vous de faire le taf et à moi de bosser la vidéo. Alors, plus sérieusement, merci encore pour votre soutien. Et quant à moi, je vous dis portez-vous bien. Et sur ce, on se reverra.